Bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui de partager plusieurs regards sur l'évolution de la cartographie des risques. En effet, on peut dire que le Covid a redistribué un certain nombre de cartes risques et challenge les méthodologies de réalisation de la carto. Alors, quels sont les risques fortement remontés? Quelle évolution sur la méthodologie? Mais également comment interpeller de façon efficace et mobiliser l'attention des managers sur des scénarios externes? Et enfin, quels impacts sur l'organisation et la gestion des risques? Ces regards sont ceux de nos intervenants. Tout d'abord, Nathalie Pasquet, directrice adjointe à l'environnement et manager des risques de la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, où elle a débuté sa carrière au sein de la station d'épuration des eaux usées en 1998. Elle était alors en charge du suivi juridique et technique du site. Forte de cette expérience, elle reprend la direction du service assainissement en 2009, qu'elle réorganise et restructure autour d'une vision stratégique. En 2019, elle réoriente sa carrière vers la gestion des risques et obtient son CFAR au sein de l'Ambrae. Depuis 2020, elle développe une véritable culture de la gestion des risques au sein de sa direction. Vincent Manjol, directeur risque et assurance chez RATP Dev. Après avoir débuté sa carrière en tant que juriste assurance au sein du groupe Usinor, il rejoint E.ON en 2002 et intégrera dès 2005 le groupe Keolis en tant que responsable des risques et assurances, où il fera évoluer les différents contrats groupes et implémentera des outils de prévention et de gestion des risques, notamment des risques routiers et ferroviaires. En 2013, la jeune filiale privée RATP Dev, dont la vocation est de préparer l'ouverture à la concurrence et de développer le savoir-faire français dans le monde, le sollicite pour qu'il devienne leur risk manager. Il y développe la politique groupe, assurance et risque sur l'ensemble des territoires et filiales où RATP Dev progresse. Enfin, Benoît Bognou, associé chez RNJ, après un premier poste de responsable de chef de projet au sein de BNP Paribas, il rejoint E.ON pour participer au développement de l'activité de conseil. En 2010, il cofonde le cabinet RNJ, cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des risques et éditeur de solutions GRC et assurance. Il a mené depuis beaucoup de missions en France, à l'international, pour des clients de toute taille et de toute nature. Il est aujourd'hui l'un des 4 associés du cabinet RNJ et intervient tant sur l'activité de conseil que sur le volet technologique avec le développement de l'outil GRC. La présentation est très dense et très riche. Nous souhaitons vraiment pouvoir disposer d'assez de temps pour pouvoir partager avec vous en fin de présentation et prendre quelques questions que vous pouvez éventuellement mettre au fur et à mesure. Nathalie, bonjour. S'il te plaît, peux-tu partager avec nous les risques fortement remontés suite au Covid? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Ambrae et à Winifred de nous accueillir pour ce webinaire et je suis très heureuse de partager avec vous nos retours d'expérience. Donc, pour répondre à la question posée sur les risques qui sont remontés fortement suite à la pandémie, je souhaiterais d'abord vous donner quelques éléments de contexte pour fixer les idées et le cadre dans lequel va s'inscrire mon propos. Donc, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg exercent un certain nombre de compétences que vous voyez listées à gauche du territoire qui est présenté au milieu. Nous intervenons à plusieurs niveaux. Donc, nous intervenons dans le cadre de vie pour mettre à disposition des habitants des infrastructures. On gère ces infrastructures et on anime ces infrastructures. On exerce aussi des services publics au quotidien, la propreté, la collecte des déchets, la distribution d'eau. On traite l'assainissement également. On accompagne aussi les différentes parties prenantes du territoire avec un accompagnement social des habitants les plus fragiles et aussi les acteurs économiques dans leur développement. La structuration du développement du territoire aussi et dans l'intervention que nous menons avec la maîtrise des risques intrinsèques au territoire, avec la gestion et prévention des risques environnementaux notamment. Et on accomplit également des missions régaliennes de production de cartes d'identité, passeports, etc. Donc, comme vous l'avez compris, les métiers sont nombreux, 250 environ, 7000 agents. Et comme vous pouvez le constater, nous exerçons à la ville et l'Eurométropole de Strasbourg des activités qui ne relèvent pas d'une approche business, même si on a une volonté d'être performant. La collectivité agit sur un autre champ, un autre registre, qui est celui de la valeur ajoutée et la raison d'être et de porter des services rendus à l'habitant
de l'accompagner le territoire dans son développement, sa transformation, sa résilience, et aussi de protéger la population, les biens et les personnes, avec notamment l'exercice de pouvoir de police du maire autour de la salubrité, santé publique, sécurité, sûreté. Et à ce titre-là, on est doté d'un plan communal de sauvegarde du fait de la présence d'entreprises Céveso sur le territoire, mais aussi du fait qu'on soit un territoire à risque inondation, ou sujet à divers risques naturels ou technologiques. Le fait également que l'on exerce des activités essentielles et vitales au sens de la directive Nice et de la loi de programmation militaire. Donc ce plan communal de sauvegarde vise d'ores et déjà à alerter, accompagner la population quand il y a une survenance de risques majeurs sur le territoire. Donc, pour rappeler un petit peu le cadre plus politique de la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg sont engagés dans un nouveau mandat depuis quelques mois suite aux élections municipales. Son projet politique se structure autour de 3 axes majeurs. L'urgence climatique avec la transformation écologique, économique du territoire en atténuant les effets du changement climatique et en restaurant la biodiversité, l'économie circulaire, etc. La transformation sociale et solidaire avec une ville plus inclusive et la transformation démocratique en rapprochant l'administration et ses habitants par la participation citoyenne, le débat public, en vue de reconquérir la confiance des habitants envers l'autorité publique. Ces orientations sont fortes et ambitieuses et en rupture par rapport à ce qui existait avant. Et donc l'enjeu pour le management des risques et sa cartographie des risques majeurs sont ainsi de s'inscrire dans un outil d'accompagnement de la transformation, mais aussi, suite à la pandémie, d'en faire un outil d'alerte, un outil d'amélioration de notre résilience, tant de notre administration que du territoire. Donc au niveau de... On peut passer à la slide suivante, si tu veux bien. Au niveau de la résilience de notre administration, il a été relevé la gestion par la crise Covid, comme beaucoup de structures d'ailleurs. Nous avons réalisé un retour d'expérience dont les premières conclusions sont présentées dans cette diapositive. Comme je vous l'ai expliqué, le plan de continuité et le plan communal de sauvegarde avait déjà intégré un certain nombre de scénarios, dont la pandémie. Donc, il est déjà structuré autour d'une gestion de crise avec une cellule de crise, des rôles et responsabilités, des fiches réflexes, des moyens à disposition pour répondre à des situations exceptionnelles. Et notre plan de continuité d'activité, lui, était basé essentiellement sur la crise H1N1 et exclusivement autour des ressources humaines. Et comme ça a été déjà dit aux rencontres d'Alamrae, mais aussi au webinaire qui s'est tenu il n'y a pas si longtemps que ça sur le PCA-PRA, on était dans un scénario qui n'était pas ceux qui étaient prévus dans le plan communal de sauvegarde. C'est-à-dire qu'avec la particularité de cette pandémie, qui était d'être une crise longue, avec le fait que toutes les activités de l'administration ont été impactées en même temps, et ce qui a valu un changement aussi de modalité de travail à grande échelle. Et l'organisation du coup de la gestion de crise telle qui était prévue dans notre plan communal de sauvegarde était totalement différent et devait être adaptée. Donc, comme vous voyez, les points forts de ce rétex montrent que l'organisation a été agile, a été adaptée, s'est adaptée à la situation en prenant en compte les activités critiques. Donc, souvent, c'est les points forts d'une collectivité, c'est qu'il y a un sens aigu du service public et la mobilisation des agents est toujours là pour répondre aux situations exceptionnelles, avec une solidarité entre eux. Une implication forte des équipes a aussi pour assurer les services essentiels et vitaux avec efficacité, en assurant aussi leur protection, avec une attention particulière pour les collaborateurs qui étaient exposés aux risques sanitaires, avec une approche aussi bienveillante pour l'ensemble des collaborateurs. Il y a eu aussi de nouveaux accompagnements des acteurs économiques qui ont été faits, puis avec la mise en place d'aides financières. Pour les habitants, il a été aussi facilité un certain nombre de mises en place de services, de distribution de paniers, des choses comme ça. On a assuré aussi la logistique pour l'Agence régionale de santé. Et enfin, on a accueilli les enfants des soignants au sein des écoles pour pouvoir permettre de dégager le temps nécessaire à la mobilisation des soignants. Du côté des axes d'amélioration, c'est autour du plan de continuité d'activité qui reste à être amélioré,
car il y a de la planification et de l'agilité à maintenir, à trouver un équilibre entre ces deux axes. Les solutions alternatives d'indisponibilité des ressources sont à consolider, notamment avec nos parties prenantes. Et puis, la communication interne et externe reste à affiner. Et ce plan de continuité d'activité doit être valable quel que soit le scénario et sur la base d'indisponibilité de ressources de base, mais aussi peut-être d'envisager des situations et des scénarios critiques. Sur la base d'une approche de criticité des activités aussi. L'idée est aussi d'être en capacité de construire la meilleure réponse possible à la situation de crise qui survient. Donc, un plan de continuité d'activité à mieux construire et à anticiper pour faciliter l'agilité de la réponse à la crise en préservant au mieux les forces vives sur le long terme, notamment quand on a une crise longue. Alors, sur la diapo suivante, nous allons parler plus de la cartographie. Donc, côté cartographie, comme vous avez pu le constater, la collectivité a déjà, de façon intrinsèque et du fait de son rôle, intégré déjà des risques exogènes. Donc, les phénomènes climatiques, crues, inondations, les pollutions, la crise sanitaire également, les attentats, les risques technologiques, risques naturels, ainsi de suite. Donc, sur les risques sanitaires et épidémiques, on avait déjà, elle était bien dans notre cartographie. Vous voyez un petit peu le schéma en haut à droite, où il était positionné donc avec un risque maximal, mais une fréquence faible occasionnelle. Donc, on n'est pas dans une fréquence exceptionnelle, car on exerce des activités autour de ces situations de sanitaire exceptionnelles, comme les questions d'intoxication alimentaire ou des risques légionelloses, etc. Mais le risque n'avait pas été retenu comme prioritaire, car sur nos missions propres, il est maîtrisé. Donc, la crise Covid a eu plusieurs effets sur la mise à jour de cette cartographie des risques majeurs. Les personnes interviewées sont naturellement inscrites dans un périmètre plus large que le territoire et dans des risques plutôt systémiques qui sont apparus. Comme on a la crise économique, qui est un nouveau risque qui a été identifié dans le cadre de la mise à jour de la cartographie des risques majeurs, avec aussi la rupture d'approvisionnement en eau, énergie, alimentation. Voilà, donc vous voyez sur votre droite également l'évolution en fait de la catégorisation des risques entre les risques opérationnels, court terme, on va dire, les risques stratégiques plutôt moyen terme, et les risques systémiques qui sont à plus long terme mais qu'il faut anticiper en avance pour pouvoir les traiter le jour où ça arrive. Donc, vous voyez l'évolution effectivement entre la cartographie précédente au centre et la cartographie nouvelle avec à l'extérieur. Donc, on voit bien qu'il y a une prise en compte d'une dimension de stratégie et systémique qui est plus importante cette fois-ci, dans cette campagne-ci. En même temps, il y a eu un recentrage sur l'humain qui a été marqué. En effet, les activités essentielles ont été mises en valeur, les activités de première ligne, avec la mise en exergue aussi de compétences rares ou des compétences en tension sur le marché de l'emploi. Il y a eu aussi conscience de notre agilité, fragilité, je ne vais pas revenir dessus, mais globalement, on a construit en marchant. Le PCA a été construit aussi avec une implication forte du personnel, voire une implication hors norme, jusqu'à, pour certains cas, qui pourraient engendrer des usures professionnelles. Voilà, donc il faudrait qu'on anticipe un peu plus les choses. Après, il y a des scénarios nouveaux qui peuvent être apparus, liés au fait qu'on s'est inscrit dans une dimension plus systémique. Notamment, on a un risque qui s'appelle le défaut de prise en charge des publics fragilisés. On a découvert avec la crise qu'il y a des publics particuliers qui n'étaient pas dans notre radar, comme les étudiants, où il y a des aides qui ont été déployées depuis. Sur les cyberattaques, il y a donc des effets de recrudescence suite à la crise Covid qui nous amèneraient à peut-être prendre en compte des scénarios de rupture totale de notre IT qui n'étaient pas envisagés à un point ultime d'une rupture totale, par exemple. Ensuite, sur les risques accrus suite à l'évolution des modalités de travail, donc il y a la dématérialisation effectivement qui peut engendrer des risques psychosociaux, mais aussi des opportunités, on le verra un petit peu après.
Et pour vous dire que pour la mise à jour de la cartographie des risques majeurs, on l'a commencé en fait au deuxième confinement et on a utilisé un outil qui s'appelle, alors je ne vais pas faire de pub particulière, mais un outil Klaxoon, il en existe d'autres qui sont des outils d'animation, d'entretien, d'ateliers, qui ont permis de faire de l'animation des ateliers, des entretiens et leur restitution, avec un outil assez ludique qui permet aussi de susciter l'adhésion en fait des différentes personnes qui sont interrogées. Donc la crise Covid forcément influencera le choix des risques prioritaires et on ne pourra pas ignorer les effets qui en ressortent. Donc pour nous, on va prendre ces trois dimensions. Alors j'aime bien à ce stade ces trois dimensions opérationnelles, stratégiques et systémiques. Et j'aime bien prendre l'image de la voiture en fait. Vous êtes dans votre voiture, donc vous êtes les risques opérationnels, c'est l'habitacle de votre voiture et c'est votre véhicule. Le conducteur, lui, il a un objectif, il doit atteindre une destination, donc il va déployer pour ce faire une stratégie. Il va faire un choix d'itinéraire qu'il aura partagé avec ses passagers et potentiellement saisir des opportunités. Et puis, il va faire attention à tout son environnement. Alors, son environnement immédiat, mais son environnement peut-être un peu plus élargi. Donc, les conditions de route météorologiques et avoir toujours un coup d'œil dans le rétroviseur pour pouvoir voir ce qui se passe et à quel horizon ça se passe et la vélocité aussi à laquelle ça va se produire. Voilà. Donc, j'aime bien cette image parce qu'elle permet de voir justement toutes ces trois dimensions opérationnelles, stratégiques et systémiques qu'il faut prendre en compte quand même dans cette cartographie des risques post-Covid qui sera marquée du coup par cette nouvelle dimension et recentrée aussi sur l'humain. Voilà ce que je pouvais dire pour jusqu'alors. Merci. Merci Nathalie. On a bien compris que le carburant de ton véhicule était éco et environnement responsable. On va se tourner vers Vincent. Bonjour Vincent. Est-ce que de ton côté, on va dire les risques fortement remontés peuvent être similaires ou complémentaires ou différents? Bonjour Winifred, bonjour à tous. Et puis un grand merci Nathalie pour la transition parce qu'effectivement en parlant de véhicule, moi c'est pas un véhicule personnel, c'est plutôt du bus. Donc juste, je me permets en complément de ce qu'a évoqué Winifred, juste un élément de contexte également de manière assez rapide, même si Winifred a été très clair sur le sujet, c'est que RATP Dev, que vous connaissez tous, fait 1,3 milliard de chiffre d'affaires. On est présent dans 13 pays dans le monde, on a 106 filiales. 20 000 salariés et de manière assez classique, nous exploitons des réseaux de transport privés, publics, alors quels que soient les modes, ça peut être du téléphérique parce que c'est sous le feu des projecteurs, des bus, etc., des tramways, des métros, et voilà. Donc, par rapport à cette crise qui est d'abord une crise, enfin pour nous et comme pour tous les secteurs économiques, publics et privés, ça a été un séisme. Et bien évidemment, comme tout séisme, la préoccupation première, en fait, c'est pas de reconstruire le bâtiment, c'est d'abord de s'occuper des délaissés. Donc, si je peux me permettre de faire le parallèle avec un tremblement de terre, c'est que la principale préoccupation d'RATP Dev dans la crise et dans ce retour d'expérience par rapport à la pandémie a été bien évidemment l'humain. Nathalie l'a évoqué précédemment, et effectivement, l'humain, je pense, était dans toutes les entreprises le cœur du réacteur et le cœur de la réaction face à ce risque pandémique. Donc, première réaction, bien évidemment, c'était les collaborateurs, avec un positionnement et un leadership très très clair des ressources humaines dans la gestion de cette crise. Voilà. Quand je dis gestion des collaborateurs et gestion du risque humain là-dessus, on va jusqu'au rapatriement sanitaire. Donc là-dessus, on a eu à gérer, notamment dans le cadre de cette crise, je l'ai évoqué, on est dans 13 pays dans le monde, on a eu certains cas, et notamment certains membres du CODIR qui ont pu avoir quelques difficultés dans certains pays. Donc là-dessus, je ne vais pas faire de la pub, Nathalie a parlé d'un outil, moi je vais parler d'un assureur. On a AXA notamment qui nous a largement accompagnés dans justement cette gestion du rapatriement sanitaire. Donc là, tout s'est déroulé de manière parfaite et je peux tirer que mon chapeau aux équipes d'AXA sur ces actions et cet accompagnement. Au-delà des collaborateurs qui étaient bien évidemment en ligne de mire première dans cette crise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment on gère et comment on protège les personnes, c'était très rapidement le sujet de nos clients en fait.
les personnes qui sont transportées dans nos moyens de transport, les bus, les tramways, les métros, etc. Donc là-dessus, et vous l'avez vu, pour ceux qui ont pris les transports en commun, c'est que les choses la réactivité a été relativement vive, grâce notamment au pouvoir public, aux consignes des différents ministères, qui ont été largement relayées également par nos fédérations professionnelles. Je pense à l'Union des transports publics de voyageurs, je pense à la Fédération nationale des transports de voyageurs, etc. Donc là-dessus, effectivement, on a eu un accompagnement clair pour pouvoir sécuriser au maximum le transport des personnes. Parce que, comme l'a évoqué un petit peu Nathalie, et c'est là où on a un point en commun avec notre façon de voir les choses, c'est qu'on est délégataire de services publics. Donc là-dessus, on exploite des réseaux de transport, notamment pour le compte d'autorités organisatrices, donc des collectivités publiques, des villes, des régions, etc. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons cette mission de service public. Donc, quoi qu'il en soit, nous devons transporter, nous devons faire rouler nos moyens de transport, malgré la crise. Et on l'a vu, notamment dans le cas de cette crise, même si effectivement nous avons une réduction on va dire de fréquentation, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, on a quand même mis en priorité des moyens de transport spécifiques d'ailleurs pour pouvoir acheminer les soignants tout simplement. Parce que souvenez-vous, ça nous paraît déjà tellement loin, mais il y a un an, l'urgence était d'avoir des soignants, de pouvoir amener des soignants aux hôpitaux et de pouvoir gérer la crise. Et les services publics, notamment du transport de voyageurs, et notamment en relation avec nos autorités organisatrices, ont permis justement cette continuité d'activité en toute sécurité, malgré tout. Et c'est là où on arrive un petit peu à la difficulté de l'exercice, parce que quand on parle de transport public de voyageurs, il y a le mot public. Sauf que, souvenez-vous, et on le voit encore aujourd'hui, les consignes gouvernementales, c'était plutôt la distanciation. Donc, comment mettre ensemble le transport public d'une part et de la distanciation. Donc, c'est un petit peu compliqué à réaliser. Néanmoins, je pense que nous y sommes correctement parvenus. Néanmoins, comme je l'évoquais déjà, c'est que après le côté humain, on a forcément eu un risque business qui était prégnant. Et là-dessus, moi, je vous cite une anecdote, c'est que dès le lendemain, quasiment des annonces gouvernementales, il y a un an, la présidente nous a convoqués sur 3 axes. Bien évidemment, le côté humain dont j'ai déjà parlé, mais très rapidement, le côté business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quid de la continuité d'activité, quid des pertes d'exploitation, quid des assurances, parce que là aussi, c'est que naïvement, et effectivement, même pour un membre du CODIR, c'est bon, on a un arrêt d'activité, on a des pertes d'exploitation, on est assuré. Et vous le savez, et je ne vais pas revenir sur le sujet qui était largement traité par les uns et par les autres, le sujet de perte d'exploitation sans dommage, s'est rapidement posé dans les entreprises. Le message est clairement passé. Néanmoins, ça a été un sujet aussi de crispation sur la matière assurantielle dans le cadre de cette gestion de la crise et comment l'assurance peut accompagner le risque business avec avantages et inconvénients. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Ensuite, bien évidemment, je pense que le retour qu'on a par rapport à cette gestion de crise est un petit peu comme Nathalie, et encore peut-être dans une moindre mesure, parce que le risque H1N1 avait été vu, le risque pandémique avait été évoqué, néanmoins jamais retenu dans le cadre d'une cartographie au niveau RATP-Dev. Effectivement, dans notre top des risques, le risque pandémique était noyé avec certains risques qui relèveraient plus de la science-fiction que du réel, malgré l'expérience H1N1. Bien évidemment, suite à cette crise et à la demande expresse de notre présidente, le risque est monté justement dans la cartographie, et puis vous le voyez justement dans le petit extrait sur la droite de la présentation. Donc elle a été incluse. Donc là-dessus, effectivement, le retour qu'on a là-dessus sur vraiment ce retour d'expérience, je pense qu'on l'a tous, c'est d'abord l'humain. Et quelque part, si je peux me permettre, au-delà du business, même si on est tous au service de nos entreprises, le point positif et quelque part la conclusion sur ce slide-là, c'est de se dire encore heureux que nos entreprises, toujours en quête effectivement de rentabilité, aient remis l'humain au centre des préoccupations. Voilà. Donc c'est le message et c'est le sujet qui continue à vivre chez RATP-Dev. Je pense qu'on peut passer sur le slide suivant, effectivement. Parce que là-dessus, et je vais peut-être déstabiliser
justement dans le passage des slides, et là Winifred va me fusiller du regard, mais je vais arriver directement à la conclusion sur la pandémie cartographique. Alors là, je me suis amusé effectivement à parler de pandémie cartographique, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans le cadre de cette pandémie, a été de voir tous les effets ricochets de cette pandémie. Bien évidemment, on a vu le côté négatif qu'on a précédemment évoqué et qu'on vit tous dans nos entreprises et dans la vie privée. Je suis confiné chez moi, mais voilà. Donc sur l'effet ricochet, on a vu un risque qui était clairement pas identifié. En fait, c'est le risque lié au business model, parce que tout simplement, en fait, quand on vous dit, enfin, je rappelle juste peut-être le principe, c'est que notre métier, de manière basique, même si c'est une palissade, c'est transporter une personne de point A à un point B en toute sécurité. Notre métier, donc notre business model est relativement simple en soi. La rémunération de ce service se fait par un triptyque, pour faire très simple, qui peut être lié à des subventions qui nous sont redistribuées par une autorité organisatrice, donc qui perçoit des recettes d'un système de transport et donc qui refinance finalement en redistribuant ces recettes pour développer le transport, et notamment dans une logique qu'elle soit écologique, pour faire un lien avec la municipalité de Strasbourg Métropole. Que ce soit ensuite en termes de rémunération, on peut avoir un risque qu'on appelle le 100% recette, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, certaines villes, en fait, n'allouent absolument rien ou quasiment rien au transporteur de voyageurs, et le transporteur de voyageurs se paye sur le service rendu, donc sur le ticketing, les titres de transport que vous achetez. Et ensuite, on a des systèmes de rémunération mixte, où on a un intéressement recette et également une partie subvention. Donc, quoi qu'il en soit, comme vous le voyez, il y a un point d'orgue sur ce système de rémunération qui est la fréquentation, tout simplement. Donc plus on a de personnes dans nos modes de transport, plus la rémunération est importante. Là, on a été un petit peu mis au pied du mur, parce qu'effectivement, vous vous en doutez, là j'ai récupéré les chiffres qui ont été publiés en avril 2020, donc juste après la première crise. La chute de fréquentation de manière nationale dans les transports de voyageurs, c'était moins 88%. Donc là, effectivement, on a commencé à s'inquiéter un petit peu. Aujourd'hui, et c'est intéressant de voir le sujet, en mars 2021, chiffre est une fréquentation de 55% à peine en moyenne. Voilà. Avec comme conséquence, si je prends juste un exemple que vous connaissez pour les franciliens, Île-de-France Mobilité, par exemple, a perdu 1 milliard d'euros suite à cette crise. Et Île-de-France Mobilité, c'est notre autorité organisatrice qui finance le système de transport et donc la rémunération des exploitants. Donc là-dessus, on est face à une situation un petit peu compliquée en fait, parce que la question qu'on se pose, c'est face à l'évolution du monde post-Covid. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur finalement un nouveau monde assez durable, parce qu'on le voit bien, et c'est d'actualité quand on lit la presse, ne serait-ce d'aujourd'hui, c'est que le télétravail, même s'il sera levé, va de toute façon rentrer dans les mœurs. Donc ce télétravail, pour nous, c'est un concurrent qu'on n'avait pas imaginé, parce qu'aujourd'hui notre concurrent, finalement, j'ai vu dans l'auditoire, c'est pas la SNCF, c'est pas Transdev, c'est pas Keolis, c'est Teams, c'est Zoom, c'est Skype. Ça change un petit peu la donne et la stratégie du transport. Et donc forcément, moins de gens vont au travail, moins de gens contribuent au système de transport. Donc là-dessus, c'est quand même un séisme assez important. Ensuite, voilà, ça c'est par rapport au business model. Sur l'autre sujet, et je vais aller assez vite sur le sujet informatique et le risque IT, parce qu'il a été évoqué par Nathalie, et je pense qu'on est tous sujet à ça et sujet à ce risque-là. Bien évidemment, c'est d'abord une opportunité, parce qu'on a accéléré largement, suite à cette crise Covid, le déploiement de nos outils informatiques, la dématérialisation de nos outils et le 100% cloud. Alors c'est génial, sauf qu'effectivement, on est sur une dépendance cyber de plus en plus accrue, que ce soit sur les niveaux de métiers tertiaires comme sur les métiers opérationnels, les systèmes d'information voyageurs, le ticketing, etc. Et au-delà du risque cyber, c'est aussi notre dépendance accrue au système, aux prestataires informatiques. Et là, je fais un petit clin d'œil à Strasbourg avec le malheureux sinistre OVH qui nous a impacté. Nous, on a eu quelques filiales qui ont eu des problématiques de non-disponibilité des outils justement de ticketing suite aux incendies. Donc là, c'est pas un risque cyber, c'est un risque très classique d'incendie. Donc là-dessus, effectivement, on s'est rendu compte, mais quand bien même, c'est pas forcément lié au Covid, mais ça a été aggravé par rapport à cette pandémie. C'était notre ultra dépendance
au système informatique. Et donc là-dessus, c'est de développer des plans d'action également dans le traitement de ce risque cyber d'une part, mais également par rapport aux relations avec nos différents sous-traitants dans le domaine de l'IT, et ne serait-ce en sécurité des risques incendies. Voilà. Par ailleurs, sur ce sujet des sous-traitants sur les risques incendies, liés au sujet bien évidemment cyber informatique et donc Covid derrière, c'était aussi la remise en cause un petit peu de nos contrats d'assurance dommages aux biens sur la carence des fournisseurs en fait, où là on arrive vite à des problématiques aussi économiques où on le voit hein, dans la chaîne contractuelle, on a un prestataire de serveurs, hein, par exemple OVH sur Strasbourg, mais ensuite on peut avoir un provider et ce provider, on a un recours contre lui dans le cadre d'une carence fournisseur, mais par contre, on l'a pas contre le sous-traitant final. Donc, ça complique un petit peu les choses. Voilà. Ensuite, sur le risque contractuel, bah là aussi, notre métier, en fait, on est soumis, comme beaucoup d'entreprises, à des contrats de prestation de services. Dans l'occurrence, chez nous, c'est des délégations de services publics, des concessions, etc. Donc, c'est des contrats qui peuvent durer entre 5 et 30 ans. Quand on bâtit un business model là-dessus, bien évidemment, il y a l'aspect rémunération, il y a l'aspect rupture de contrat, l'aspect force majeure. Donc là-dessus, effectivement, l'impact Covid a été aussi assez retentissant sur le risque qu'on avait déjà identifié, qui était dans notre cartographie, qui était le mauvais dimensionnement contractuel. Et dans ce cadre-là, ce mauvais dimensionnement contractuel nous a obligés à remettre l'ouvrage sur le métier pour cerner un petit peu nos failles claires et nettes sur ce sujet-là. Et par exemple, là je parlais d'IDFM tout à l'heure, dans les derniers contrats d'IDFM, dans le cadre de la mise en concurrence qu'a évoqué Winifred tout à l'heure hein, sur RATP Dev, dont c'est la principale vocation, IDFM aujourd'hui exclut du régime des forces majeures le risque pandémique, et notamment le Covid. Voilà, donc ça complique pas mal les choses. Enfin, le risque assurance, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais là on l'a tous subi. C'est que suite à cette crise de Covid, mais pas que, hein, parce qu'effectivement c'est l'effet Covid, c'est qu'une brique de plus au niveau des assurances, mais effectivement on a tous subi des durcissements de marché, des exclusions complémentaires sur les contrats d'assurance sur les risques pandémiques, en responsabilité civile notamment. On a vu des durcissements de primes, et effectivement quand on voit les assurances qui pouvaient être une barrière face à certains risques, en fait, cette barrière, et quand on est dans une logique un peu sur le risque net, en fait, quand on fait une analyse risque net, risque brut, l'assurance pouvait alléger un petit peu cette partie-là. Néanmoins, l'assurance tend à devenir un risque, enfin une barrière un peu moins protectrice par rapport à ce qu'elle a été. Donc là aussi, c'est une remise en cause un petit peu de toute la cartographie, de toute la construction de la cartographie, avec comment on positionne l'assurance comme barrière ou pas dans l'appréciation de nos risques. Donc c'est pour ça, je reviens sur finalement mon introduction qui est aussi ma conclusion, c'est que là-dessus, c'est un véritable jeu de domino avec une véritable pandémie cartographique. Merci Vincent. Tu vois, t'es pas fusillé. Non, tu crains rien. Merci beaucoup. Je suis pas armée. Je crois que le plus grand danger, ça serait peut-être pour mes enfants. Non. Est-ce que c'est véritable chamboule-tout des risques finalement, Benoît? Donc Nathalie, on a partagé beaucoup. Vincent aussi. Est-ce que côté de tes clients, est-ce que tu as constaté aussi un véritable chamboule-tout quelque part dans les risques? Bonjour à tous. Absolument, c'est ce qui a été évoqué est assez représentatif. Strasbourg, un peu spécifique quand même, puisque Nathalie l'a expliqué. La ville n'est pas que objet, elle est aussi sujet dans la crise. Hein. Elle agit sur la crise, elle a des missions par rapport à ça. Je vais en reparler 2 minutes, mais donc oui, c'est complètement représentatif. Plusieurs points, déjà pour dézoomer un peu du sujet strictement cartographie. Ce qu'on a pu voir, c'est déjà qu'il y a une très très forte hétérogénéité dans le niveau d'implication des fonctions en gestion de risque, en tout cas des personnes qui portent ce type de démarche dans la gestion de la crise, avec toutes les variantes des fonctions qui étaient pas du tout impliquées, informées, impliquées dans des instances de coordination ou en co-pilotage, voire pilotage tout court sur des fonctions qui cumulent le volet gestion de crise, résilience avec la gestion de risque au sens classique du terme. Donc déjà, c'est une première observation de mon point de vue. Le second, c'est que, et ça a été également dit par Nathalie et Vincent, avec une variante pour Nathalie encore une fois, le risque pandémie, globalement et dans la grande majorité des cas, il n'était pas dans le radar, pour être très clair.
pas dans le radar, c'est-à-dire pas dans les risques vraiment sous, on va dire, sous monitoring ou surveillance spécifique ou encore moins plan d'action. Ça encore, ou alors pas du tout dans les cartos, donc, de manière simple. Donc, on va en reparler dans un instant. Il cumule un peu toutes les caractéristiques pour ça. C'est un risque dit de pointe, fort impact et faible probabilité perçue, puisqu'on ne le voyait pas, à tort à raison. Il est exogène, il est l'origine de l'extérieur et il a un caractère global au sens anglais, donc mondial. Donc, il avait un peu tout le. Encore une fois, on va en reparler dans un instant, mais il avait un peu toutes les caractéristiques pour ça. Du coup, autre observation, c'est que les fonctions de gestion de risque et la cartographie des risques comme discipline, comme outil, étaient très très fortement challengées, interpellées par des comités d'audit typiquement sur où est le, alors, oui, quelque part où est le risque pandémique, quoi. Donc, Vincent l'a dit, le cas des RATP Dev, le risque était dans la cartographie des risques, il a été recoté. Parfois il est apparu, parfois on s'est retrouvé à expliquer, et il n'y a aucun jugement, hein, tout se vaut, hein, tout est valable et justifiable, qu'on décidait de ne pas intégrer ex post un risque pour rattraper quelque part le coût, mais d'expliquer quel risque il impactait et comment retrouver quelque part en filigrane dans une cartographie, dans un portefeuille de risques existant. Ensuite, effectivement, le bouleversement il a été total. Je pense que ça a été très bien expliqué et illustré par Nathalie et Vincent, dans l'ordre effectivement les risques humains, de la santé et sécurité des collaborateurs. Hein, je cite des risques typiques de cartographie, leur disponibilité, à plus long terme, des sujets d'engagement, des sujets RPS liés au télétravail. Voilà. Tout le volet interruption d'activité, alors qu'il y a un énorme tout, mais qui s'est illustré de manière extrêmement différente. Hein. Ça va de la gestion de la discontinuité, puis de la continuité, ce qu'il fallait arrêter, redémarrer des sites industriels, pour les activités industrielles, pour avoir fait l'exercice dans une biotech pendant la crise, des essais cliniques complètement bloqués, patients impossibles à recruter, ou les visites en centre d'essais cliniques impossibles dues aux contraintes sanitaires, hein, contraintes sur les transports, etc. Et puis si on s'éloigne un petit peu, alors évidemment, pardon, les sujets financiers, hein, on a toujours ce grand classique crise marché, crise sur tel marché, ou crise globale dans la cartographie des risques, avec 5, 10, 15, 20% de chiffre d'affaires ou de marge, ça dépend comment calibrer le scénario. Là, on était dans certains secteurs sur zéro. Voilà, zéro. Ce qui est quand même une nouveauté assez brutalement prise en tout cas. Un peu plus loin, les sujets réglementaires, on a eu des physionomies, en tout cas des registres de risque qui ont bougé de manière assez, pas surprenante, mais on va dire de manière assez indirecte, par ricochet, avec des acteurs de l'industrie qui sont retrouvés pris dans les sanctions économiques qui se sont durcies. On était encore en 2020, on était encore avec l'administration Trump, où quelque part le Covid a été un catalyseur au mieux de ça. Voilà, quelque chose d'extrêmement indirect, mais pourtant qui participait de la même évolution. Donc résultat, beaucoup d'activités, beaucoup d'actualisations un petit peu contraintes et forcées. Une cartographie des risques, normalement, ça vit annuellement. Là, c'était 2, 3, 4 actualisations. Donc, beaucoup de mouvements, effectivement. La question que ça pose, pour enchaîner avec la suite, c'est sur le Covid, c'est la prise en compte des risques extrêmes. Puisque une des grosses discussions, en tout cas en tant que conseil qu'on a pu avoir, c'est, et qui est encore une fois été parfaitement illustré, hein, c'est comment est-ce qu'on, a posteriori en tout cas, comment on s'est dépatouillé, entre guillemets, pour rendre compte de ça. Et on a eu pas mal de discussions, donc je parle d'R&D, avec des risk managers, avec des fonctions d'audit et des comités d'audit, avec la discussion sur comment est-ce qu'on prend en compte ça. Et on a entendu parler pas mal. Alors, voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de remettre un petit peu à plat certains concepts, hein, puisque c'est les grilles de lecture qu'on entend beaucoup et que j'ai pas mal entendu, avec ces risques extrêmes. Donc souvent, on a lu aussi, on parle de signe noir. Voilà. Donc, signe noir, pour rappel, ça date de 2007. C'est un livre de Nicolas Nassim Taleb qui prend divers exemples et qui dit un signe noir, c'est 3 caractéristiques. C'est un impact absolument majeur. Je pense qu'on est clair là-dessus. Il est radicalement imprévisible, c'est-à-dire qu'il est même hors de l'entendement. Il ne peut que surprendre quand il arrive. Par contre, ensuite, on sait parfaitement expliquer le comment du pourquoi. Donc, toujours pareil, si on prend le cas du 11 septembre, dont on peut discuter si c'était un signe noir, mais si on se souvient ce qu'étaient les contrôles sécurité d'aéroport à l'époque, qu'on pouvait emmener des lames à bord, que le cockpit n'était pas sanctuarisé, etc., etc.
tout de suite, ça paraît, et c'est beaucoup plus facile après, bien sûr, ça paraît évidemment qu'on était à l'aube d'un attentat ou d'attentats pluriels de cette nature. On l'a pas vu venir, voilà. En termes de cartographie, si on revient un peu au sujet, le signe noir, ben, encore une fois, par définition, il n'y est pas. C'est un peu la définition. Donc, c'était dans les discussions qu'on a eues en comité exécutif ou en comité d'audit, c'était un peu, quand quelqu'un sortait ça, voilà, c'était pas franchement, ça aidait pas franchement à la réflexion, c'est pas franchement un concept actionnable, il est voire un peu toxique, ça peut être aussi une excuse, puisque encore une fois, on l'a pas vu venir, on pouvait pas le voir venir. Il y a un autre concept qui peut être plus utilement convoqué, si on veut continuer dans les métaphores animalières, c'est le rhinocéros gris, qui date, lui, de 2016, plus jeune. C'est une dame qui l'a, entre guillemets, théorisé, qui s'appelle Michelle Walker, dans un article de 2016, donc. Et un petit peu en réaction à Taleb et au signe noir. Là, l'impact est toujours aussi majeur. Par contre, il est très, très, très prévisible, voire quasi imminent. Mais on ne veut pas le voir. Bon, voilà. Il est quelque part ignoré, il est mis sous le tapis d'une certaine manière. L'image qu'elle prend, c'est pas exactement ça, mais on se fait charger par ce genre d'animal. On est un petit peu figé dans l'incrédulité de voir cette masse se diriger vers nous à haute vitesse. En termes de cartographie, là, ça change complètement. Parce qu'on a un concept qui est un peu plus utile, puisque des rhinocéros gris, il y en a potentiellement plein. Dans ou hors la cartographie, il suffit de se baisser, et on reprend, j'ai entendu parler de science-fiction avec Vincent, on va y revenir, mais c'est malheureusement un peu ça, c'est qu'on on peut parler de beaucoup de choses. Alors sans faire dans la science-fiction, mais tous les gens qui dépendent d'industries ou d'acteurs basés en Californie, ou le tissu industriel californien, d'une manière générale, c'est de manière certaine qu'un tremblement de terre majeur arrive. Le big one, comme on dit. C'est typiquement un rhinocéros gris. Je ne sais pas si à notre échelle, la crue Santa de la Seine, qui est abondamment documentée, c'en est une. On pourrait parler de tempêtes géomagnétiques, on pourrait parler de conflits symétriques en mer de Chine, sur Taïwan, etc. etc., etc. Donc voilà, les différences, c'est qu'on est sur un concept qui est quand même quelque part plus actionnable, excusez-moi. Mais encore une fois ignoré, et on entend des choses, on les entend souvent, et je les ai entendues, je continue à les entendre malheureusement, sur oui, mais ça concernera tout le monde, donc sous-entendu, sujet suivant, c'est pas, voilà, qu'est-ce qu'on y peut, ça nous tombe dessus, c'est un peu la météo. Ou alors, ça fait des années qu'on en parle et on voit rien venir, donc encore une fois, sujet suivant. Ou oui, on en a parlé, on a vu que ça s'est passé 2-3 fois, sous-entendu des précurseurs. Finalement, on a essuyé le coup sans problème, donc sujet suivant. Voilà, il y a toutes ces variantes, on entend un peu ça. Ça, c'est des indicateurs qui doivent un peu nous alerter. Si on continue avec la planche suivante, sur le volet, du coup, avec tout ça, là, le Covid, donc on ne va pas refaire le match, il faut rester humble, hein, bien sûr, parce que on a été pas mal à être surpris par l'ampleur du phénomène. Hein. Mais est-ce que éviter dans la cartographie, encore une fois, pour revenir à la question, ben oui et non, on l'a vu. Mais par contre, de manière certaine, ce qu'on peut dire pour faire le partage entre le signe noir et les rhinos gris, c'est qu'on en parlait, ou tout risk manager ou membre de COMEX ou de conseil qui se respecte, entre guillemets, fait ses devoirs, ses lectures. Je prends juste un exemple, World Economic Forum, donc les rapports émis tous les ans, donc le Global Risk Perception Report, qui parlait de pandémie de manière assez classique, comme on parle de changement climatique ou d'autres sujets, de migration, de terrorisme. Voilà, il était dans le radar. On s'est amusé, entre guillemets, à retracer a posteriori la trajectoire dans l'espèce de cartographie qu'ils utilisent. On le voyait gentiment baisser au fil des années, ce risque, mais il était là. Dans la cartographie voilà, de Strasbourg, des RATP-Dev, d'autres entreprises, quand il n'était pas présent, c'est comme ça on s'en est tiré, entre guillemets, puisqu'on a été amené à aider nos clients sur des demandes de comité d'audit. L'idée, c'était de dire oui, mais il peut être retranscrit dans tel et tel risque. Donc, je ne vais pas les refaire, interruption d'activité, HSE, SI, etc., etc., etc. Donc, par exemple, cyber, on en reparle sur les sujets qui ont bougé. Hein. Cyber, du jour au lendemain, on se retrouve à faire cohabiter un informatique qui est contrôlé, hein, votre poste de travail, avec une cafetière connectée, un babyphone connecté, etc. Donc les RSSI ont pas mal de sujets. Donc retranscrire et expliquer que le Covid était présent
à l'état de facteur de risque un peu transverse dans N risque. C'est quelque chose qui s'est fait et plutôt bien fait. C'est moins bien qu'avoir su que ça allait venir, mais entre nous, qui pouvait ça c'était objectivement compliqué, de le prioriser en tout cas, mais de le faire apparaître objectivement. Pour aller à la conclusion, objectivement, il était alors prévisible, il faut rester humble, mais en tout cas, il était visible. Il était visible ce risque. Donc, conclusion, on était dans à peu près tout, sauf ce qui répond à la définition du signe noir, qui pourtant, encore une fois, je répète, était pas mal avancé. J'ai beaucoup entendu, et chez les clients et dans la presse. Voilà. Merci Benoît. Juste avant d'enchaîner la suite, juste un petit point sur la gestion du temps, parce que je vois qu'il est déjà midi moins 10. Voilà, donc il nous resterait à peu près 25 minutes, une demi-heure de présentation, si on veut garder un petit peu de temps pour les questions-réponses. Je vous mets pas la pression, hein, mais voilà, il faut qu'on en tienne compte. Quoi qu'il en soit, moi je suis RM, je suis aussi côté assurance. Sur les risques managers, donc là on a vu quand même que ça avait beaucoup redistribué les choses, c'était là, mais c'était peut-être pas suffisamment considéré ou pas suffisamment important ou pas retenu. Donc, quelles seraient du coup les recommandations, Benoît, que tu pourrais partager avec nous pour qu'on fasse évoluer notre méthodologie de cartographie des risques afin de peut-être mieux anticiper, même si on a vu qu'effectivement ça avait ouvert des opportunités sur les témoignages, qu'il y avait eu beaucoup effectivement de résilience, d'agilité, mais quelles recommandations on pourrait avoir finalement sur nos méthodes de cartographie des risques pour peut-être un petit peu mieux adresser finalement ce type de risques, entre guillemets, qui sont là, qui sont peu probables mais très très impactants, avec beaucoup d'interactions et s'il te plaît. Alors, il y a beaucoup de pistes de réflexion, donc on va faire efficace. Donc, la première, c'est de sensibiliser. Quand je dis sensibiliser, c'est se sensibiliser nous-mêmes aussi, praticiens de la gestion des risques. Quand je dis nous, c'est, je parle pour moi, hein, quand j'interviens en tant que conseil dans des COMEX, sur des ateliers de priorisation, etc., c'est peut-être se censurer moins, avoir moins peur d'évoquer des sujets. Je reviens à Vincent qui parlait de science-fiction, qui nous en parlera, mais qui peuvent déclencher ce type de réflexe qu'il faut du coup challenger. Alors, c'est du film noir, on n'y peut rien, c'est de la science-fiction, c'est exogène, c'est global, etc. C'est peut-être un petit peu rapide. Des motifs pour écarter ces sujets-là, il faut quand même les réfléchir un minimum. Est-ce que vraiment ça concerne tout le monde? Est-ce que ça concerne tout le monde au même moment, de la même façon, dans la même proportion? Est-ce qu'on a un rôle à jouer? Je reviens sur Strasbourg. Est-ce qu'on a un rôle au service du public, de manière générale, ou de notre écosystème dans la gestion de ce risque-là, s'il devait survenir, etc., etc. Donc, un premier point là-dessus. Ensuite, en termes plus méthodo, il y a un problème. Il y a un sujet de décilotage qui se pose, c'est qu'on a bien vu que quand le sujet Covid ou ce type de sujet tellement majeur, tellement transversal à tous les autres risques n'est pas forcément ressorti comme tel, c'est parce qu'il était potentiellement noyé dans l'info existante ou dépriorisé. C'est un autre sujet. Mais donc, il y a une notion, on parle de key success factor en bon français, mais il y a les facteurs clés des risques aussi. Hein, ça existe. Si on prend une cartographie, 25-30 risques pour un format risque majeur COMEX, il y a 3, 4, 5, 6 grands drivers, c'est dans le français, donc gros facteurs qui sont des grands déterminants du profil de risque d'une organisation en rapport à son environnement. Donc peut-être que ça a un intérêt de les faire ressortir, de les détourer. Donc il y a pas mal d'entreprises, et c'est déjà le cas, qui résonnent alors c'est pas très heureux vu le Covid, mais en cluster, ils appellent ça comme ça, les clusters de risques. Dans la présentation des risques prioritaires, c'est pas les risques individuels, c'est des risques qui sont déjà groupés, qui font déjà système. Ça peut être aussi les ressortir et les restituer de manière séparée, avoir une analyse séparée là-dessus. Il y a un volet aussi interconnexion. On a entendu parler avec Nathalie de risques systémiques. Les risques systémiques, ça peut être des risques en tant que tels, ça peut être aussi des combinaisons, des articulations de risques, soit des corrélations, des causalités, des facteurs aggravants, et des risques qui peuvent, ou de l'agrégation tout simplement, hein, qui peuvent parler entre eux, entre guillemets. Et ça, effectivement, la cartographie des risques, qui est un exercice très très thématique et pas super, on va dire, alors adapté, elle peut le devenir, hein, c'est tout le sujet, on en reparlera, mais pour capturer ce genre d'interconnexion. Donc les faire ressortir, et des formats pour ça, j'en reparlerai à la fin si on a le temps. Mind map, etc. Donc il y a des représentations, des façons de présenter l'information qui favorisent ça.
Après, très vite, on va arriver à l'horizon de temps. On a très longtemps, on a toujours dit, on dit toujours, la gestion de risque, c'est intégré aux opérations, à la stratégie, et c'est ça que ça sert. Hein, alors c'est bien, du coup, peut-être qu'on paye un peu, alors je ne sais pas si on paye ce prix-là, mais à raisonner à 3-5 ans, c'est normal, hein, c'est un horizon de plan stratégique classique, ou 6 ans dans le cas d'une mandature en municipalité, hein, côté Nathalie. Est-ce qu'il n'y a pas matière à raisonner à des horizons de temps différents, à décliner? Peut-être qu'il y a un sujet, un scénario qui peut s'envisager à 2 horizons de temps. Ou alors, on pourrait avoir une image avec un horizon plus long. On en reparlera aussi à la fin. Enfin, et certains l'ont fait, le font en exercice à part sur le thème les risques un peu extrêmes ou rares. Alors, je ne sais pas si rare c'est le bon terme, mais ou alors se dire qu'on on s'en impose un d'eux par rapport à une liste de possibles. On s'impose les fameux rhino gris. On ne les appelle pas comme ça, on s'en fiche. Hein, c'était pour l'illustration. On se dit, allez, on va quand même se triturer un peu la cervelle et éviter d'aller un peu vite en besogne en écartant ça comme un sujet science-fiction ou que sais-je. Et on s'impose ça. Alors, c'est relativement facile à faire, en tout cas à trouver. Hein, l'information, je répète, il n'y a qu'à se baisser. Hein. Je vous renvoie au rapport Vigie 2020, par exemple, une revue qui s'appelle Futurible, pour ceux qui connaissent, alors qui est assez cauchemardesque, hein, je ne vous cache pas. C'est des scénarios de rupture à horizon 2040-50. Je répète, il n'y a qu'à regarder et se baisser. Et voir, voilà, et analyser. Est-ce que ça nous impacte? Est-ce que ça impacte tout le monde, etc., etc., etc. Poser quand même quelques questions avant d'écarter ça a priori. Quelque part, il s'agit, voilà, on parle toujours de cartographie de risques majeurs. Majeur, c'est pas un mot pour rien. Ce sont des risques majeurs, donc faut pas les oublier. Voilà, un autre sujet pour enchaîner et être efficace dans l'intérêt du temps. Nathalie l'a évoqué. On est sur un environnement qui est devenu plus volatile. Et sur le volet business qui était évoqué là plutôt pour le coup par Vincent, clairement le transport, le tourisme, enfin très bien facilement, on les voit les secteurs qui ont été très impactés négativement. Il y a des secteurs comme l'agro, comme la pharma, et qui ont plutôt été impactés, certains en tout cas, positivement. Et de manière générale, l'état des choses, on va dire l'état du monde post-crise, pendant et post-crise, est tellement volatile que c'est compliqué de raisonner en risque pur. Donc, un autre axe d'adaptation de la méthode, c'est d'intégrer les opportunités. Je précise une tendance qui préexistait à tout ça, mais qui a été pas mal accélérée. Les sujets sont complètement liés, je vais aller très vite, hein, je vais parfois à la littérature entre les risques purs et les risques spéculatifs. Voilà. On a quelque chose qui est assez voilà, c'est les deux faces potentiellement d'une même pièce, vous le savez tous. On a, du point de vue méthodo, du point de vue conceptuel, des similarités, des similitudes très très fortes. Hein. Vous voyez les concepts qui sont ramenés là, qui sont vraiment la base de la base, mais c'est complètement partagé. On a ensuite, c'est une notion d'opportunité qui est assez abondamment traitée dans les normes, les cadres de référence divers et variés. Je vous renvoie les autres en termes, la définition du risque, hein, l'effet de l'incertitude sur les objectifs. On pas le mot risque, donc c'est clair. 9001, c'est pareil. Donc, COSO, bien sûr, c'est pareil. Et puis, on a, alors, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans quelques années, cette notion de prise en compte d'opportunités. En tout cas, sur les sujets développement durable, changement climatique, c'est une exigence qui va apparaître, hein, c'est écrit. La NFRD, donc en bon français, Non-Financial Reporting Directive, va nous quitter. Elle va être remplacée par la CSRD, comme CSR, comme CSR, hein. Et va imposer, à compter de l'exercice 23, donc sur les rapports 24, si c'est transposé, donc ça va changer le dispositif des PEF en fin 2022, va imposer de parler d'opportunités liées au sujet, encore une fois, développement durable, notamment changement climatique. C'est d'ailleurs des approches qui ont déjà cours sur une base volontaire sur le sujet des risques climatiques, notamment pour celles des entreprises qui se sont inscrites dans un cadre plan climat, voilà, Green Deal, hein, quelque part, hein, un petit peu pour certaines en avance de phase, et qui ont adopté la grille TCFD. TCFD, c'est Task Force for Climate Related Financial Disclosures, qui fournit un cadre de référence, notamment avec un volet identification et évaluation des risques et opportunités liés au changement climatique. Donc, ça émerge. Voilà. Pour poursuivre, donc voilà, il y a clairement un intérêt à se saisir du sujet. C'est clairement, les risk managers sont complètement légitimes là-dedans. Comment? Si on poursuit, quelque part, si on regarde un peu l'évolution, la prise en compte des opportunités, c'est quelque chose que l'on fait déjà. Si on met l'horizon de temps sur un axe, vous voyez, et puis la nature du contenu, hein, ce que vous voyez en bas à gauche, c'est l'existant. Quand on a un risque pur,
pur. Je ne parle pas de risque avec une opportunité, un risque entre guillemets classique. Hein. On met en place s'il est prioritaire, généralement on met en place des plans d'action. On peut dériver des opportunités de ces plans d'action-là. Donc des opportunités quelque part incidentes au traitement du risque. J'optimise des process, je fais des économies, que sais-je. On a après, si on poursuit la courbe, hein, on peut avoir des opportunités. Je parlais de BIFAST, hein, c'est un peu ça, des opportunités qui sont liées à un risque, qui sont la face l'autre face, excusez-moi, d'une pièce. Des risques de consolidation de marché, par exemple, des risques, Covid, typiquement, a pu être ça pour certaines entreprises. En une autre étape, ensuite, on dissocie carrément, enfin, on se permet de dissocier et d'avoir des risques d'un côté, des opportunités en tant que telles de l'autre. Et ça se fait très bien, on va le voir. Et après, quand on se projette plus loin dans le temps, quand je dis plus loin, c'est au-delà des horizons classiques 3-5 ans. On commence à toucher les 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le distinguo risque-opportunité perd de sa pertinence et on est plutôt sur des tendances quelque part, qui peuvent être constitutives de plus ou de moins pour l'organisation. Et c'est là potentiellement qu'on peut avoir une approche spécifique qu'on verra en conclusion en tout cas pour ce qui me concerne, de ce webinaire. Voilà, la trajectoire, elle est celle-là. En termes, si on poursuit, en termes méthodo vraiment purs, la marche, elle est petite. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Des choses à faire, bien sûr, mais en termes très, très pratiques, une cartographie, c'est déjà câblé pour ça. On a des échelles qui peuvent s'adapter. Probabilité, il n'y a pas lieu trop de toucher. Impact, il suffit de neutraliser un peu le wording. Hein. C'est pas catastrophique, forcément, si on parle d'opportunité. Idem, c'est un troisième critère, niveau de contrôle, marge d'amélioration, que sais-je, ça s'adapte très, très bien. Et puis, les représentations, alors là, il suffit d'aller voir sur Internet ou demander à votre consultant préféré ou vos collègues de l'AMRE. Il y a beaucoup et pléthore de formats pour ça. Une matrice, deux matrices, matrice combinée, etc. On continue. Bon, ça va vite sur la suivante, c'est juste pour illustrer. Donc, il y a déjà des entreprises, je répète, ça préexistait au Covid, on ne parle pas de... Mais c'est accéléré par ça, puisque, encore une fois, il y a lieu d'un environnement plus volatile, et on a cette dimension opportunité qui est difficilement évacuable d'une image risque. Donc ça, c'est la première approche simple. Je fais coexister des opportunités aux côtés des risques. Quelque part, je recycle une méthodologie. C'est assez incrémental comme évolution. On a toujours des notions de priorisation, on a toujours des notions de plan d'action. Encore une fois, on est sur l'apparatus un petit peu classique. De même, si on poursuit en termes sur l'outillage, on raisonne beaucoup en univers de risque, hein, qui permet de structurer des registres de risque, qui permet de générer des bases de données, de faire un peu d'analyse. Bon, on s'achemine, et on le voit hein, de plus en plus, sur des univers risque-opportunité complètement unifiés, avec carrément des catégories d'opportunités qui s'ajoutent. L'innovation, vous allez me dire, l'innovation, ça peut être aussi du risque. En l'occurrence, on l'a plutôt pris en opportunité. Ça peut être ça peut être si on avance, ça peut être se dire au sein de catégories de risque, on va venir insérer des opportunités. Si on prend un sujet achat, on peut avoir aux côtés de risques classiques, de défaillance de fournisseurs, de profondeur du banc, hein, du panel, de gestion de contrat, on peut avoir des opportunités qui viennent s'ajouter. On peut également avoir, on parlait des cas biface, hein, on peut avoir aussi des sujets qui deviennent du coup à la fois risque et opportunité. Encore une fois, il n'y a rien de fondamentalement compliqué. Il y a juste un step méthodologique, mais surtout de mindset vis-à-vis des instances, des COMEX et des comités d'audit. C'est la principale raison aujourd'hui pour laquelle certaines organisations n'y sont pas encore, mais clairement le trend est établi et accélère très fortement. Merci Benoît pour ces propositions. Je vais me tourner maintenant vers Nathalie. Nathalie, est-ce que tu peux partager avec nous un petit peu les évolutions que tu as pu mettre en place du coup sur ta méthodologie? Ton son est coupé. Oui, merci. Je voudrais rapidement rebondir sur quelques propos tenus préalablement, mais je vais passer rapidement. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Vincent sur les effets pandémiques et en fait de la pandémie elle-même, sur la cartographie, hein, donc la pandémie cartographique. Notre rôle est aussi de ne pas faire de la surenchère parce qu'on a un événement qui nous a impacté fortement. Donc soit surréagir ou sous-réagir en disant c'est étrange.
tranquille, on a géré, donc on n'a rien à faire. Voilà, donc c'est notre rôle aussi en tant que risk manager de bien peser un petit peu tout, de prendre en compte en fait la gestion de ces conséquences de la crise, mais sans perdre de vue aussi certains risques qui devront être traités et qui ne sont pas à négliger ou qui nécessitent d'être anticipés. Donc par exemple pour la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, le risque de sanitaire et pandémie, il ne sera toujours pas prioritaire a priori dans la cartographie. Il sera dans la cartographie, mais pas prioritaire. Par contre, ce qui va émerger en prioritaire, c'est le défaut de gestion de crise majeure. Donc, celui-là, oui, parce que c'est là où on a la capacité d'agir. Donc, c'est dans ces choix-là que c'est important. Donc, pour revenir peut-être sur les éléments de méthodologique, effectivement, de la cartographie elle-même, nous, on a travaillé sur les grilles de cotation. Donc sur les grilles de cotation, on a réintégré peut-être des notions qui étaient peut-être pas suffisamment présentes avec par exemple le critère humain où on a orienté le critère humain à la fois orienté sur notre personnel mais aussi la population avec les experts métiers ad hoc. On a aussi introduit un impact environnemental qui peut être une dimension opérationnelle des effets et des risques systémiques, par exemple, ou qui peut avoir pour nous, en l'occurrence, vu la politique publique qui est menée sur notre territoire, une dimension stratégique, puisqu'il sera avec une compatibilité il pourrait être plus en compatibilité avec les enjeux du territoire. Et enfin, dans la dimension, temporelle, nous, on a calé nos dimensions temporelles en lien avec tout ce qui est risque opérationnel, stratégique et systémique. Alors, bien sûr, la survenance sera plus éloignée pour les risques systémiques. Je pense que, comme l'a évoqué un petit peu Benoît tout à l'heure, c'est que dans le choix même des risques prioritaires, on a un rôle à jouer pour justement peut-être prendre ces dimensions-là. On y reviendra rapidement après. Donc, pour nous, c'est à la fois aussi, il est important de relier les risques aussi aux axes stratégiques de la structure. Voilà, donc c'est faire correspondre globalement les outils constitutifs de la cartographie aux enjeux systémiques et aux stratégies poursuivies, sans en faire non plus une surenchère. Il faut bien le doser au regard des enjeux qui sont pour l'entreprise ou l'organisation. Voilà. D'accord. Pardon, excuse-moi. Merci Nathalie. Du coup, on disait tout à l'heure, ils étaient là, ils n'ont pas toujours été bien entendus, ils étaient laissés sur le côté. Donc là, les évolutions des méthodologies. Donc sur la partie mobilisation et comment interpeller efficacement le management. Oui, alors il y a un deuxième volet effectivement qui permettrait de capter ces rhinocéros gris d'une certaine manière. C'est la dernière étape de la cartographie et c'est dans la décision, de la priorisation, de la hiérarchisation. Alors, elle se fait à partir de l'analyse de l'ensemble des éléments que vous avez capitalisés dans le cadre de la démarche, mais aussi en intégrant tout ce qui est les horizons stratégiques et l'environnement externe. Et ça, c'est aussi important, je dirais, que les éléments de cartographie elles-mêmes. Donc, pour revenir sur les éléments de cartographie elles-mêmes, il y a l'interdépendance. Alors, Benoît l'a évoqué un petit peu avec les systèmes, les effets systémiques à l'intérieur des mêmes risques. Donc, il peut y avoir effectivement des risques qui sont des risques systémiques, on va dire intérieurs. Moi, je les appelle les risques sources ou les risques nœuds, c'est-à-dire les risques qui sont à l'origine de plusieurs conséquences ou des risques qui sont à la confluence de plusieurs risques. Donc là, le choix effectivement du risque à traiter va pouvoir permettre de rayonner sur les autres risques. Après, on a aussi le fait que l'évolution de cette interdépendance des risques les uns par rapport aux autres peut être aussi un signal d'alerte. Et un signal d'alerte soit négatif, soit un signal plutôt positif et de maîtrise. Voilà, donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Le deuxième élément, c'est de voir un petit peu au niveau des différents critères d'impact. S'il y a plusieurs critères d'impact majeurs, il est peut-être différent donc, que celui qui a qu'un seul impact critique. Donc, c'est ce que représente un petit peu le radar que vous voyez sur votre droite de l'ADIA. Et après, il y a l'analyse fine aussi, parce que le diable peut se cacher dans les détails dans une cartographie. Quand vous vous interrogez et la richesse des interrogations que vous avez de votre direction, vous pouvez avoir, vous évitez de raisonner justement en silo, comme évoqué par Benoît.
Par exemple, sur le système informatique, vous avez les directions utilisatrices, directions qui s'occupent du système d'informatique. Donc, vous pouvez avoir une appréciation différente de ce même risque et qui peut dénoter un manque de maîtrise ou révélateur d'une fragilité. Et notamment sur les risques cyberattaques, le facteur humain est important. Et si l'utilisateur n'est pas conscient des éléments de risque, ça peut générer et être fatal pour l'entreprise. Donc, le fait de bien analyser justement le positionnement des directions les unes par rapport aux autres en support utilisateur, ça permet de dénoter aussi certaines choses et certains points faibles. Il peut y avoir aussi des risques qui n'ont pas été cotés, donc pourquoi ils n'ont pas été cotés, et puis vérifier aussi les scénarios, puisque vous pouvez avoir justement le nouvel environnement externe peut vous amener à reconsidérer des scénarios qui ont été pris en compte dans l'analyse de vos risques. Par exemple, pour l'attentat, pour nous, on a aujourd'hui des attentats de type low cost, c'est-à-dire que où il y a un individu avec très peu de moyens qui va avoir un effet maximal, mais il pourrait y avoir des attentats plus organisés, comme ça a été le cas avec le 11 septembre, qui peut toucher des outils industriels du territoire et peut avoir un effet de masse beaucoup plus important. Donc, c'est peut-être des choses à reconsidérer au regard de ce positionnement plus large que l'on a. Dans les scénarios et après, c'est dans le choix des scénarios des risques prioritaires. Et là, vous pouvez jouer aussi, c'est-à-dire avoir tous les éléments que vous avez évoqués avant, mais vous pouvez aussi, d'une certaine façon, faire des niveaux d'intervention différents en fonction des risques. Donc, vous allez choisir des risques à traiter de manière plus ou moins approfondie en fonction des éléments de maîtrise dont vous disposez et que vous avez glanés. Et puis, vous pouvez choisir aussi des risques qui sont en monitoring, en surveillance, et qui seraient des signaux d'alerte ou pour notamment les risques émergents ou systémiques. Et du coup, de regarder toujours dans le rétroviseur et de voir un petit peu comment ce risque évolue et sa vélocité. Je pense que ça, c'est important de faire de cette cartographie un outil dynamique d'alerte par le choix des risques en surveillance et aussi voir un petit peu les effets des interdépendances entre risques. Et la dernière axe, c'est le travail sur effectivement les opportunités. Et dans ce cadre-là, vous avez, pour nous, c'est intéressant de travailler sur ces opportunités parce qu'on voit bien, avec ce que dit Vincent tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment eu l'effet de la crise Covid a eu un effet de disruption accélérée de nos modèles, d'une certaine façon, que l'on croyait intangible. Donc, on l'a vu avec le fait qu'il y a des recettes qui rentrent pour la RATP qui ne rentrent plus, une concurrence liée à la dématérialisation. Donc, voilà, il faut réagir et trouver un autre mode de fonctionnement. Donc, des risques systémiques peuvent être aussi une véritable source d'inspiration. Donc, pour nous, par exemple, on a un risque qui est apparu, qui est le risque de rupture d'approvisionnement à l'échelle locale, nationale, internationale. Alors, c'est un bel exemple, parce qu'aujourd'hui, on a des effets de pénurie sur certains matériaux, etc., qui réinterrogent pour nous aussi nos achats publics. Ça peut être aussi des vraies opportunités pour le territoire de mettre en place des solutions alternatives. Alors nous, on peut agir sur, par exemple, des solutions alternatives à l'énergie renouvelable locale. Donc on a des recherches de partenariat, par exemple, sur des énergies fatales avec l'industrie allemande en métallurgie, outre-Rhin, qui permet d'alimenter des réseaux de chaleur internes à l'Eurométropole. Dans le domaine des déchets, c'est aussi de favoriser le réemploi, les recycleries, avec des modèles de collaboration liés à l'économie sociale et solidaire dans des services d'intérêt économique et généraux. Donc, vous avez effectivement ça peut générer de l'emploi et favoriser du coup l'inclusion. Et là, vous, du coup, un risque peut être transformé en un événement qui répond à la stratégie de l'entreprise ou de l'organisation. Exemple encore, l'agriculture nourricière qui, en développant des modèles avec des filières bas intrants, donc qui nécessitent moins d'engrais ou des choses comme ça, va permettre aussi, par ricochet, de préserver la ressource en eau. On a un cas d'école à la Strasbourg, alors on fait beaucoup l'objet d'actualité en ce moment, mais bon voilà, on a la géothermie profonde qui est une source d'énergie renouvelable pour le territoire. C'est une vraie opportunité pour le territoire, mais en même temps, ça va générer d'autres risques. On a eu des problèmes de sismicité induite qui vont bloquer vraisemblablement l'acceptabilité sociétale de cette solution alternative à éventuellement un blackout énergétique. Voilà.
Donc, cet exemple montre bien justement cette combinaison risque-opportunité qui est à prendre, comme l'a évoqué Benoît, qui est à prendre au fur et à mesure. Alors, pour nous, l'opportunité, c'est aussi pour nous un autre vecteur, c'est la sensibilisation de nos élus, parce que les risques, ça leur fait peur, les opportunités, ça les interpelle plus. Et c'est aussi une façon de retraduire leur stratégie dans les axes du mandat, qui pourrait être dans la valeur ajoutée effectivement de cette matrice d'opportunités qui pourrait être mise en valeur. Voilà. Et ça pourra nous aider aussi à formaliser l'appétence au risque, puisqu'on va dire à partir de quand cette opportunité est favorable ou pas, à partir de quand entre la zone orange et la zone jaune, je bascule dans mes critères et dans mes échelles de cette opportunité à prendre en compte. Voilà. Donc, travailler sur les opportunités pour faire un risque systémique, une force pour nous. Et je pense que c'est vers ce genre de choses qu'on va faire, qu'on va travailler. Merci Nathalie, je me tourne vers Vincent. Vincent, même constat, même au niveau de la culture, de la sensibilisation, de la mobilisation, et donc du coup, en même temps, par la suite aussi, quel impact sur l'organisation de votre gestion des risques? Mais d'abord, effectivement, sur l'organisation. Ouais, non, mais exactement. Alors là, effectivement, là, je vais faire la petite rubrique cinéma de l'AMRAE. Je ne sais pas si c'est une première ou pas, mais en fait, je vais essayer de poser le sujet. Comme l'évoquait Benoît très justement, en fait, la question qui se pose dans les entreprises, c'est le plan stratégique. Une entreprise, et RATP-Dev comme beaucoup d'autres, un plan stratégique, un PMT, un plan en moyen terme, qui est en moyenne de 5 ans. Donc, on définit toute la stratégie, qu'elle soit commerciale, industrielle, financière, etc. Et bien évidemment, dans le cadre de ce PMT, plan en moyen terme, se pose la question de la gestion des risques afférents à cette période de 5 ans. Alors, on l'a vu depuis le début, en fait, le risque pandémique, c'est pas forcément un risque qui se développe tous les 5 ans, comme un sinistre grave dans nos domaines d'activité, où on peut dire effectivement on a un sinistre grave d'exploitation tous les 5 ans. Le risque pandémique, lui, en 5 ans, on a de la chance ou on n'a pas de chance, quoi. C'est bonne pioche, mauvaise pioche. Donc, la démarche de risk manager là, Winifred, par rapport à ce que tu évoquais, en fait, c'est, pardonnez-moi d'être peut-être un peu trivial sur la façon de présenter les choses, mais en fait, ce que je vois bien, c'est effectivement le risk manager en druide un petit peu farfelu face à un COMEX et qui annonce effectivement une prophétie de malheur en listant, en disant voilà, le risque pandémique arrive, le risque, enfin voilà, on les a listés arrive, et en fait, je vois bien une situation où c'est limite l'instant mystique au CODIR, où le risk manager évoque ces sujets-là, évoque ces risques rares, existants, majeurs, on l'a vu dans les impacts, mais rares, et là-dessus, on l'a tous vécu ou pas d'ailleurs, on imagine les yeux éberlués des membres du CODIR face à ce risk manager un peu professeur folding. Donc, une fois qu'on a dit ça, et je reviens sur le PMT, en fait, quel est le rôle du risk manager et comment présenter les choses? Parce que le risk manager, pour le coup, en fait, si on parle du risque pandémique qui a pu être évoqué par le passé, même s'il est passé pour une luberlue, en fait, le risk manager avait eu raison trop tôt. C'est un petit peu la jurisprudence Bachelot, en fait, à l'époque de la grippe aviaire, où effectivement, avec le recul, on dit finalement, la petite dame avait raison. La ministre avait raison. Donc, est-ce qu'on est contraint, nous, risk managers, à être toujours, en fait, avec un train de retard, désolé pour le parallèle avec les transports de voyageurs, mais est-ce que c'est notre lot quotidien d'être toujours là-dessus? Alors, on peut se poser la question, est-ce que notre rôle, c'est finalement de dresser cet inventaire avec Benoît en a parlé, Nathalie aussi, le blackout énergétique, le blackout numérique, la submersion migratoire, etc. Alors, on peut s'amuser à faire cet inventaire de risques. Et moi, je suis assez preneur justement de ces inventaires de l'intégralité de la communauté de l'AMRAE pour constituer peut-être le scénario du prochain film de Frank Miller. Frank Miller, c'est le réalisateur de Mad Max. Donc, à ce compte-là, je pense que, on revient sur la logique de crédibilité, est-ce que notre rôle, c'est finalement celui de dresser tous les risques, au risque de perdre cette crédibilité face à un CODIR ou un COMEX ou autre, ou est-ce que c'est de voir les choses de manière un peu plus différente et un peu plus orientée?
comme l'évoquait Nathalie très justement, en fait, c'est peut-être pas de notre rôle en fait de dresser ces catalogues. Bien évidemment, il faut avoir un focus là-dessus, il faut les analyser. Néanmoins, notre rôle, et c'est un petit peu le sens au-delà de l'affiche de 28 jours plus tard, qui est un film d'anticipation justement sur un virus. Notre rôle n'est-il pas en fait de voir comment l'entreprise peut s'adapter. Et c'est pour ça que je parle de flexibilité. Et à la limite, si je reste un petit peu dans le thème de la science-fiction sur le sujet, en fait, notre rôle, c'est peut-être de préparer l'entreprise à un certain survivalisme économique. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout anticiper. Néanmoins, la question, ce sera les capacités d'adaptation. Parce que si on part du postulat, finalement, que l'entreprise est un organisme vivant, un organisme vivant, je ne vais pas faire du darwinisme, mais l'organisme vivant, en fait, c'est que pour passer les épreuves, pour évaluer, pour survivre, pour faire face à ses concurrents ou aux prédateurs, c'est de s'adapter. Donc, il y a différentes manières de s'adapter pour pouvoir survivre. Et en fait, si on est toujours dans cette logique d'anthropologie économique, la flexibilité, finalement, pour nous, en tout cas, parce qu'on est, comme l'a évoqué Winifred au début, RATP Dev est une société privée qui a comme vocation de préparer la concurrence dans le domaine du secteur de transport de voyageurs. Donc la flexibilité, l'adaptabilité, en fait, c'est le nerf de la guerre pour nous. Donc ce qu'il faut voir, c'est que non pas faire un focus avec des œillères sur la pandémie, sur la submersion migratoire ou d'autres risques, c'est de se dire, identifier les différents freins que nous pouvons avoir dans nos organismes. On le voit, on en parle encore aujourd'hui sur les sujets de télétravail ou autres, mais ça peut être les freins liés aux ressources humaines, les freins contractuels, les freins économiques, les freins assurances, les freins commerciaux, etc. Et là-dessus, c'est peut-être analyser tous nos process industriels et voir comment on peut faire sauter ces freins, comment on peut les tordre pour justement pouvoir, on va dire, survivre, et je reviens, désolé d'être aussi proche de la science-fiction ou du cinéma, mais survivre à cette crise catastrophique. Donc c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est pas institutionnalisé chez nous, je vous le rassure, c'est ce que j'appelle plutôt c'est la capacité de surmonter ce syndrome Mad Max, où on dresse cet inventaire de films d'horreur ou de films d'anticipation, et on voit en fait de manière très pratico-pratique comment survivre et comment anticiper ces risques-là. Voilà. Donc là-dessus, je pense qu'on peut passer sur le slide suivant où je vais évoquer ensuite la façon dont on va dire face à cette flexibilité, l'entreprise a réagi. Et c'est la slide de conclusion au niveau des RATP Dev, parce que là aussi, je reviens sur la conclusion qui me servira également d'introduction comme fil conducteur. En fait, ce risque-là nous a fait grandir, parce que ce qu'on a vu avec ce retour d'expérience, c'est que en fait le succès mine de rien qu'on a eu dans la gestion de cette crise, c'était surtout cette capillarité de la notion de risque au sein de tous les niveaux de l'entreprise. Au niveau opérationnel, bien évidemment, parce que c'était les premiers face au risque, quand il faut faire rouler un tramway à Angers ou des bus à Vierzon ou ailleurs, effectivement, le risque est local. Donc, effectivement, les problématiques sont locales et la gestion du risque s'est faite de manière très, très opérationnelle. Bien évidemment, ce service, on va dire cette gestion de risque a été, et Nathalie l'a évoqué également, a été un sujet de risque partagé au niveau de tous les intervenants dans la boucle industrielle ou du service, que ce soit les entreprises, les sous-traitants, les clients, les collectivités publiques. Donc, on a pu voir en fait avec ce petit retour d'expérience aussi qu'on a par rapport à cette gestion du risque, en fait une vraie et pour moi, c'est la plus grande réussite, en fait, c'est de voir que c'est non pas un risk manager qui tient le risque dans ses mains, dans une tour d'ivoire. En fait, ce qu'on voit et la réalité, et je reviens sur la notion de flexibilité, la meilleure flexibilité, c'est qu'en fait, on n'est pas un risk manager dans une boîte, c'est qu'on est autant de risk managers que d'opérationnels, que d'intervenants, et on l'a vu, le risk manager a été largement chez nous, en tout cas, pris en compte par tous les schémas de l'entreprise, toute l'organisation. Donc ça, pour moi, c'est le plus grand succès. Après, ce qu'on en tire, justement en termes d'organisation, de gestion de risque, quand on parle de cette flexibilité, en fait, on a choisi, au-delà du pur sujet cartographique, en fait, de partir bien évidemment sur les 15 risques prioritaires que nous avons évalués, mais pas que. En fait, on identifie un risque, et c'est un peu le schéma que vous avez ci-dessous, en fait. C'est on identifie un risque, et tous les mois,
on passe au CODIR avec différents métiers. Donc, bien évidemment, le propriétaire du risque, hein, typiquement pandémie, on est sur le risque RH, le risque cyber avec l'IT. Là, j'étais hier en CODIR sur le risque routier et ferroviaire, donc avec notre direction technique. Donc, on fait un focus sur ces sujets-là. On joint effectivement la logique financière, juridique, contrôle interne, risk management, assurance. Et au final, ça permet à l'occasion de 1 heure à 1 heure et demie au niveau du CODIR de brosser et de rebrosser pendant toute une année l'intégralité de risques et voir comment ces risques sont gérés et voir en cas de survenance si l'entreprise est suffisamment agile, flexible pour pouvoir réagir face à ces risques. Et là-dessus, si effectivement, parce qu'on n'est pas parfait, si on a des axes d'amélioration, bien évidemment, l'idée c'est de partir sur un plan d'action pour permettre de gagner en flexibilité pour rebondir en cas de survenance d'un risque. Et au final, et je terminerai là-dessus, c'est que cette gestion on va dire cette pandémie nous a aussi convaincus sur une démarche qui était peut-être insuffisamment faite au niveau RATPDF, pour être totalement honnête. C'est la gestion de crise en fait, parce qu'on l'a vu, on parle de cartographie, on parle de pandémie, mais c'était avant tout une crise. Donc cette crise, c'est comment on l'a vécu en direct live. Donc heureusement, ça s'est bien passé. Néanmoins, sur d'autres risques, ça nous a quand même convaincus, et on les a énumérés, c'est de systématiquement nous mettre en stress, en crash test sur ces différents risques pour pouvoir mobiliser, nous entraîner et voir comment l'organisation survit en termes de gestion de notre risque identifié ou non identifié. Voilà. Donc pour moi, effectivement, cette organisation, et pour conclure là-dessus, cette organisation de gestion de risque, ouais, ça a été au final, au-delà du stress qu'on a tous vécu dans le cadre de cette réalisation, de cette gestion de crise, ça a été au final un bilan très positif au niveau des RATPDev sur la capacité à réagir et ensuite sur l'organisation flexible que nous avons réussi à mettre en place. Merci Vincent. Donc on retrouve bien plusieurs notions, flexibilité, agilité, dynamique, transverse, décloisonnement, dissélotage, comme évoqué par Benoît. On parle effectivement, tu parles de crash test, Nathalie avait parlé de véritable évaluation. On parle effectivement de préparation d'entraînement, tout en effectivement étant un maximum agile quand on arrive sur des choses pas forcément prévues parfaitement. Nathalie, du coup, est-ce que tu peux partager avec nous les évolutions du coup sur la partie organisation de votre gestion des risques également? Oui, alors c'est vrai que la crise Covid a eu un effet de positionner les choses sur un plan plus large, hein, comme on l'a vu. On a aussi la ville et l'Eurométropole qui vise à transformer la transformation démocratique. Donc on est pleinement dans cette dynamique et l'idée c'était de proposer en fait à ouvrir le comité des risques à d'autres parties prenantes du territoire. Alors aujourd'hui ce ne sera pas encore le cas, mais ce sera un sujet qui sera proposé au comité des risques qui aura lieu au mois de juin, c'est d'introduire effectivement des personnalités extérieures comme des pairs ou des personnalités qualifiées qui permettront d'avoir ce regard d'expert métier, le regard externe d'assurance du dispositif et aussi des personnalités qui pourront avoir une expertise d'usage puisqu'il y a des personnalités qui viennent du secteur privé et de voir un petit peu quelles sont les attentes de ces différents acteurs du territoire sur une gestion du territoire et une meilleure gestion de ce territoire. Donc, on peut ouvrir plus largement aussi le dispositif à la dimension sociétale effectivement en ayant des experts d'usage, mais aussi des acteurs qui pourraient être des leviers de maîtrise pour des risques systémiques, hein, puisque pour des risques naturels, on aura besoin de la population aussi et leur acculturation pour pouvoir bien réagir sur le territoire. Et aussi une notion d'adhésion, d'acceptabilité du niveau de risque que l'on assumerait en tant que collectivité et pour le territoire. Voilà. Et ça peut être aussi des partenaires de gestion de crise, hein, le cas échéant, pour la continuité d'activité avec des partenaires économiques, etc., ou des partenaires associatifs sur le développement de nouveaux services, etc. Voilà, donc pour nous, c'est le moment venu, on ira peut-être vers une gestion de crise partagée avec nos parties prenantes du territoire. Une gestion des risques partagée avec les parties prenantes du territoire. Donc plus sur l'organisation maintenant, on peut passer à la dernière slide.
on peut voir qu'au niveau de la crise Covid, et ce sera un peu la slide de conclusion, c'est que pour nous, ça nous a permis d'accélérer l'acculturation au risque dans l'organisation. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'un risque. On a insufflé une dynamique d'adhésion autour de la gestion de risque et de la gestion de crise également. Et on a suscité cet intérêt de cet outil de pilotage et d'aide à la décision. Donc notre défi, nous maintenant en tant que risk manager, c'est de maintenir cette dynamique dans le temps pour que la démarche devienne intégrée à tous les niveaux. Donc la première roue la plus grosse, c'est la cartographie des risques majeurs. Je ne vais pas détailler tout le schéma, mais globalement, cette cartographie des risques majeurs sera le point de départ d'autres démarches, c'est-à-dire pour traiter les risques prioritaires qui auront été choisis, en accompagnement à la fois, donc c'est les engrenages au milieu des politiques publiques, mais aussi des projets stratégiques et des activités au quotidien. Et pour ce faire, il pourra y avoir des déclinaisons qui découlent de ces risques prioritaires vers des diagnostics plus ciblés, des cartographies plus ciblées sur des thématiques, des processus, des projets. Voilà, et avec le rôle du risk manager qui sera d'homogénéiser un peu toutes les méthodologies associées et de faire vraiment de cette démarche de management des risques une démonstration de l'efficacité pour la mise en œuvre des feuilles de route pour le mandat. Et enfin, avec une dynamique d'amélioration continue, avec la mise à jour régulière de cette vision globalement et régulière de notre exposition au risque et une vision d'une certaine façon de notre niveau de résilience. Voilà. Donc poursuivre la dynamique de l'approche avec une approche pragmatique en suscitant l'adhésion et avoir une approche pas à pas au fur et à mesure des risques qui seront traités. Merci Nathalie, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je me disais en même temps, finalement, alors c'est peut-être mon ancienne casquette responsable de l'audit interne, anciennement auditeur, où je me disais, mais finalement, les risques managers externes qui seraient effectivement contributeurs pourraient presque jouer des postes en troisième ligne avec effectivement un positionnement finalement en tant que, comment dire, indépendant finalement. Voilà. Effectivement, je pense que c'est un énorme défi pour les risques managers de garder cette dynamique et cette écoute qu'ils ont du coup suite à ça obtenue. Benoît, je te laisse une minute. Deux dernières slides, le dernier, je suis désolée. Et puis après, on va faire pour les questions-réponses. Un dernier petit détour méthodo par rapport à tout ce qui s'est dit. Deux planches. La première sur vraiment le cambouis, la plomberie, l'exercice de cartographie des risques. On voit que, Nathalie vient de le dire, il y a d'une manière générale, on voit aussi, c'est probablement corroboré par ce qu'on voit, les cartographies sont plus fréquentes, elles sont plus nombreuses. Soit qu'elles soient thématiques, soit qu'elles soient tout simplement plus fréquentes, elles sont plus nombreuses. Donc c'est plus de travail quelque part à ressources constantes, voire décroissantes, puisque la situation financière c'est une certaine structure est ce qu'elle est, vu cette crise. Donc si on prend très schématiquement et rapidement les trois temps d'une cartographie des risques, il y a un temps d'acquisition, il y a d'information, il y a un temps de traitement, de synthèse, il y a un temps de hiérarchisation. Sur l'acquisition, on est beaucoup sur des sujets interviews, ateliers, etc. On peut réfléchir pour les organisations matures, pour des actualisations, je veux quand même recadrer la chose, voir à la baisse le nombre d'entretiens. Si on a un management embarqué, normalement, c'est pas la peine de faire la tournée des popotes pour bien asseoir l'exercice en légitimité. Il est légitime. Donc il y a cette espèce de fonction inverse entre l'engagement du management et le nombre d'entretiens. Et les optimisations qui sont faites d'elles-mêmes, entre guillemets, grâce à la crise, tout le temps de déplacement qu'on passe pas les visios, c'est ça. Je parle pour ce consultant qui parle. Nathalie a évoqué le brainstorming digital Klaxoon, dont je fais abondamment la pub. Je n'ai aucune part, mais c'est un super outil. Il y en a plein d'autres, mais on l'a utilisé également. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, ça fait réfléchir différemment. Jusqu'à, on a été amené à faire des projets en un jour. C'est-à-dire qu'en une journée, on sortait une cartographie des risques en format COMEX. On mobilise un COMEX quand même sur une bonne journée. Alors pour nous, c'est pas qu'un jour, ça dure un peu plus longtemps en préparation. Mais on a des formats qui peuvent s'envisager sur des cartographies thématiques, telle nature de risque, ou sur des actualisations, encore une fois, dans des organisations qui ont un niveau de maturité, on va dire, un peu baseline. Le One Day, le format One Day se prête très bien à des PME, des petites boîtes qui ne sont pas forcément outillées. Et on peut y incorporer tout ce qu'on s'est dit, bien sûr, sur le volet des risques majeurs. Pour le volet analytique, c'est très simple. J'avais déjà un petit peu évoqué, on en a pas mal parlé. Je vais la faire très courte.
et des gens qui sont parmi nous quand on fait des cartos plus ou moins verbieux. Donc, c'est d'aller plus vite là-dessus, d'être économe. Et puis, on parlait d'interconnexion, de risque systémique. Je reviens sur le sujet des cartographies mentales, des mind maps, qui est un outil que je vois de plus en plus utilisé, qu'on utilise de plus en plus et qui est extrêmement efficace pour voir différemment les risques, les visualiser différemment dans leurs interdépendances, dans leur système qui forment, et quelque part même derrière influencer sur l'évaluation. Nathalie, on parlait avec les risques nœuds, qui ont vocation peut-être à être surpondérés. Enfin, sur le volet évaluatif et hiérarchisation, là clairement, on a des outils aujourd'hui qui permettent de faire les choses très très vite en direct, au lieu de passer par des fichiers Excel, des revues, etc., etc. Tout ça en direct. Donc, c'est un levier également d'optimisation. Enfin, et pour conclure, très rapidement, on peut sortir un peu, s'éloigner un peu, tout en restant dans l'épure, on va dire, de ce qu'est une cartographie des risques. On parlait pas mal d'horizon de temps, voilà. Donc, pour aller plus loin, c'est peut-être s'éloigner un petit peu des canons, impact, proba, voilà, et aller chercher des choses alors c'est un exemple qui est montré là, où on va incorporer carrément l'horizon de temps comme une variable, un des axes. On retrouve là, comme vous voyez, le périmètre classique d'une cartographie des risques. Aujourd'hui, une carto, c'est ça, c'est ce que vous voyez là, cartographie risque-opportunité, pour autant qu'elle intègre cette dimension-là, jusqu'à 3 à 5 ans généralement. Et puis, on rajouterait tout un bloc qui serait une zone plutôt d'anticipation sur des sujets, alors, du coup, tendance, risque, opportunité, tendance à voir, dont il faudrait prendre compte, allonger quelque part l'horizon de temps. Voilà. Et ça se prête très bien à des approches, on parlait tout à l'heure de TCFD, de la future CSRD, donc ça s'explique pas mal, notamment par exemple des entreprises qui sont parties sur des sujets climat avec ce genre de vue. Donc risque opportunité, excusez-moi, lié au changement climatique. Voilà. Merci, je suis désolée. Du coup, je ne pense pas qu'on ait le temps de prendre des questions. Je pense pas. En tout cas, si certains d'entre vous veulent nous contacter ou rééchanger avec nous, je pense qu'on est tous les quatre très joignables et très disponibles et qu'on sera ravis d'échanger avec vous, même si c'est pas effectivement de façon collective et partagée aujourd'hui. J'étais ravie de pouvoir présenter cet atelier et j'étais très bien accompagnée effectivement avec Nathalie, Vincent et Benoît que je remercie. Merci à vous trois pour ce partage riche et ce partage très riche et enrichissant. Je voulais aussi remercier Frédéric Jean d'Amrae qui est en coulisses avec nous lors de cet atelier et qui nous a accompagnés lors de nos séances de préparation. Donc sincèrement aussi merci Fred Jean pour tout, pour tes conseils et ton accompagnement. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup.